Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière ligne droite? Vous avez vu qu'on a des débats passionnants avec des personnalités passionnantes. Je ne vous présente pas Nicolas Revel, qui est le directeur général de la CNAM, que vous connaissez bien sûr parfaitement. Nicolas, est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Avant de commencer la table ronde dans laquelle Nicolas participe, on aura également Laurence Contarassus de Medtronic et Jean Kramartz d'AXA Santé et également Elisabeth Hubert. J'ai voulu demander, je pose un peu une question de citoyen à Nicolas, de nous dire comment lui, en tant que gestionnaire de l'argent collectif, qui est notre argent, puisque à l'heure actuelle on est dans un système encore bismarckien et qui fait que c'est l'argent, c'est le fruit de notre travail qui paye le système d'assurance maladie et le système de protection sociale, comment il estime, comment il voit la non-qualité, comment il l'apprécie, les enjeux que ça peut éventuellement avoir de particulier et d'impactant pour le système, et éventuellement quelques lignes de propositions qu'il pourrait avoir pour faire en sorte que dans la transformation du système de santé, il y ait quelque chose de tout à fait positif qui puisse déclencher une vraie transformation du système. Merci beaucoup Olivier. Donc je comprends que je me prête à un petit exposé liminaire, en commençant évidemment par vous remercier pour cette invitation renouvelée qui marque le début de la reprise des hostilités après l'été, et vous remercier plus sérieusement pour le choix de ce thème qui vous a réunis pendant ces 2 journées, parce que c'est évidemment un thème qui est exigeant, qui est difficile, mais c'est très significatif, je trouve, que ce sujet ait été choisi. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi simple à aborder il y a quelques années. Donc il y a une vraie, je dirais, valeur au fait que ce thème de la qualité devienne un enjeu, parce qu'il est central, que ce soit un enjeu assumé et partagé par tous. Alors comme ce temps de ce vendredi après-midi intervient après bien d'autres tables rondes, je ne vais évidemment pas être long sur ce que recouvre cette notion de non-qualité. Beaucoup de tables rondes l'ont évidemment abordé. Je me permets, moi, de vous renvoyer au rapport chargé-produit, qui est le rapport que l'assurance maladie élabore et publie chaque année au début de l'été. Il est en ligne sur le site de l'assurance maladie. Il traite évidemment, j'y reviendrai, chaque année de sujets de pertinence, mais il propose cette année, dans ce rapport, une dizaine de pages qui essayent de faire un point sur la définition de cette notion de qualité, qui est une notion évidemment large, qui comprend, parce que c'est un élément ou un sous-élément identifié depuis longtemps, le sujet de la sécurité des soins, évidemment, mais qui s'élargit à cette notion de la pertinence que l'on peut décliner sous ces 3 dimensions. La dimension classique, sur laquelle l'assurance maladie est très souvent amenée à interpeller, qui est quelque part la surmédicalisation dans toutes ses acceptions, ce qui relève de l'acte non pertinent ou de la prescription qui ne l'est pas, mais aussi évidemment la question du mésusage, un peu différente de la première, avec ces prescriptions inadaptées, hors indication, et avec évidemment un risque supérieur au bénéfice. Et puis 3e dimension de la pertinence sur laquelle on insiste souvent insuffisamment, qui est tout ce qui recouvre la sous-médicalisation, sur lequel l'assurance maladie, également de rapports chargeant-produit d'année en année, produit des analyses et des propositions, et qui tient à tout ce qui est insuffisance, retard, rupture de prise en charge, avec évidemment des dépenses ultérieures, bien supérieures à ce qu'aurait été une prise en charge répondant à cette définition simple du bon acte pour le bon patient, au bon endroit, au bon moment et au juste prix. Donc, voilà. Mais je pense que là, je ne vous ai rien appris. J'en viens maintenant à ce qui est l'intitulé de la question, qui est le coût. Bon. C'est une question honnêtement difficile. Bien sûr, Elisabeth Hubert y insistera, m'a-t-elle dit, il y a un coût thérapeutique, et je pense qu'il est important de commencer par celui-ci. Il y a évidemment aussi un coût financier, et je suis probablement plus attendu sur ce volet-là du sujet.
Il y a derrière le coût pour les financeurs. Et moi, je considère que les financeurs, ce ne sont pas d'abord l'assurance maladie ou les régimes obligatoires d'un côté, les organismes complémentaires de l'autre. Les véritables financeurs, c'est tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui, évidemment, par leur contribution publique et privée, financent le système. Quel est ce coût ? Bon. Là-dessus, et d'ailleurs, nous avons fait une sorte de recensement dans ce chapitre de charges et produits auquel je vous invite à vous référer. Il y a eu, au cours des dernières années, en France et ailleurs, un certain nombre d'évaluations qui ont été produites pour essayer d'estimer les choses. Le dernier rapport, le plus transverse, puisqu'il porte sur l'ensemble des notions de qualité, de gaspillage au sens large, sur l'ensemble du champ de la santé, et tous les pays étant inclus dans le scope de l'OCDE, c'est l'étude de l'OCDE qui est parue en 2017 et qui évalue à peu près ce coût de la non-qualité à, c'est le chiffre, grosso modo, 20% de la dépense de santé. L'assurance maladie, elle a rarement produit une évaluation de ce sorte. Elle l'a fait quand on remonte en 92. J'ai retrouvé un rapport d'un médecin conseil national, Claude Béraud, qui avait estimé, à partir de tout ce que l'assurance maladie, l'ACNAM, pouvait produire comme élément d'analyse, et évidemment avec un peu d'extrapolation à la clé pour pouvoir réaliser l'exercice, en 92, elle avait estimé le coût de la non-qualité à 120 milliards de francs. Et quand on rapporte ces 120 milliards de francs à ce qu'était la dépense de santé de 92, on est à 18%. Non, je ne suis pas en train de vous dire que ce chiffre-là, on le grave dans le marbre, parce qu'on voit bien que tout ceci relève par définition de conventions scientifiques et d'extrapolation, mais on voit qu'il y a une forme de convergence sur ces deux exemples comme sur bien d'autres. Et ce 20%, évidemment, vous le voyez bien, quand on l'applique à ce que sont nos ordres de grandeur économique, c'est un chiffre considérable, puisque la dépense de santé aujourd'hui en France, elle est de 200 milliards. Et que ce calcul sommaire et simple de faire 20% de 200 milliards, c'est un gisement, entre guillemets, de 40 milliards. La progression de l'ONDAM, chaque année, c'est à peu près 4 milliards. Les économies que nous sommes amenés à rechercher par divers leviers, j'y reviendrai, pour faire en sorte que nous puissions respecter un rythme d'évolution, donc de progression de la dépense de santé en France, autour de ce qui nous paraît être, je dirais, le rythme de soutenabilité pour assurer par ailleurs l'équilibre des comptes sociaux, c'est à peu près 2%. Le tendanciel, vous le savez, c'est-à-dire que l'évolution spontanée est du double, 4%. Et bien, le différentiel, c'est également 4 milliards. Voilà, c'est 10 fois moins que ce que serait le potentiel d'économie si, évidemment, nous étions capables, j'y reviendrai parce que c'est un peu plus compliqué, d'aller chercher, évidemment, cette non-qualité et de la réduire. Si j'ai parlé du coût thérapeutique, si j'ai évoqué le coût pour les finances sociales, il y a aussi un coût pour les professionnels de santé qui me paraît important de souligner, sous un angle qui peut vous paraître indirect et peut-être inattendu, qui est de repartir d'un raisonnement que je pense j'avais partagé l'an dernier sur un autre sujet lors des journées URPS, qui est de se dire que tout système de santé a vocation à, évidemment, par définition, à être régulé, pour la raison que je vous indiquais, c'est la question de sa soutenabilité, et que dans les formes de régulation, il y a deux grandes familles, même si on peut les marier les unes aux autres. Il y en a une qui porte précisément sur les leviers de la pertinence, de la qualité, du juste soin, et qui, quelque part, intervient sur le volume des soins, ou leur juste prix, le choix de la solution thérapeutique la moins onéreuse. Et puis, il y a une autre famille, ou un autre type de levier, plus tarifaire, certains diraient plus comptable, et qui consiste à ajuster un tarif, qu'il soit de ville ou dans un établissement, à ce qu'est l'effet d'une augmentation des volumes. Et plus, je dirais, les volumes augmentent, moins on est capable d'en maîtriser l'évolution, parce que précisément, on n'est pas assez efficace dans tout ce qui permet de valoriser, de favoriser la qualité des prises en charge. Eh bien, plus ce levier tarifaire prend de l'importance, et il n'est pas sans conséquence, je crois, sur les conditions d'exercice des professionnels, qu'ils exercent dans les établissements ou
en ville. Et je pense qu'il y a donc un intérêt commun, j'y reviendrai parce que c'est une idée importante, de pouvoir ensemble progresser dans un rééquilibrage, je dirais, entre ces deux grands leviers et de faire que nous puissions être plus efficaces collectivement dans la mobilisation d'actions autour de la pertinence et de la qualité. En tout cas, l'assurance maladie, elle porte et de longue date cette conviction parce qu'elle essaye, par ses différents compétences et moyens d'action, d'agir dans ce sens. Nous ne sommes pas toujours crédités de cela. Je pense que nous en avons donné récemment, entre guillemets, un élément de preuve dans un protocole qui a d'ailleurs occupé un certain nombre d'interlocuteurs qui sont ici dans cette salle avec les radiologues, qui est un protocole de régulation qui, dans ses versions antérieures, était construit sur une logique de baisse tarifaire et qui, dans le protocole que nous avons construit avec à la fois la Fédération nationale et les syndicats professionnels, enfin représentant les syndicats, les médecins libéraux concernés, a pu trouver dans cette version 2018-2020 un autre équilibre avec à la fois des actions de pertinence et puis, pour une part majoritaire d'ailleurs, et puis des actions portant sur l'ajustement des tarifs. Alors, je conclus, parce l'idée quand même est d'essayer d'aller, ne pas être trop long, sur un dernier point, sur la question évidemment qui est la plus difficile, qui est de quel levier, quelle voie d'action pour essayer d'être globalement plus efficace, puis qu'il ne suffit pas de faire ce constat, d'appeler à une forme, je dirais, de mobilisation de tous autour de cet enjeu qui est, je crois, partagé. La question, c'est de savoir comment nous pouvons fonctionner et par quel levier atteindre des résultats plus importants qu'aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il y a un sujet de méthode collective, de travail collectif. Il y a des institutions comme la Haute Autorité de Santé, bien plus modestement l'assurance maladie, dont c'est la mission même que d'établir des recommandations, et elle le fait. Après, je pense que nous sommes et nous devons, comme c'est évidemment déjà le cas, mais je pense que nous devons aller plus fortement et plus rapidement dans ce sens, il y a une nécessité d'associer davantage les conseils nationaux professionnels à ces travaux, dans des modalités de travail qui ont commencé à se mettre en place, doivent, à mon sens, être approfondies, accélérées pour pouvoir, je dirais, être plus rapidement efficaces, comme je l'indiquais. Nous avons pris, dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, des initiatives depuis quelques mois. Je crois elles vont, je pense, s'accélérer et s'étendre à d'autres CNP que ceux qui ont été mobilisés au cours des derniers mois. Je pense aux rhumatologues et aux cardiologues. 4 leviers complémentaires me paraissent devoir être mobilisés davantage. Un, c'est l'accès à l'information, sous un double regard. D'une part, l'accès aux recommandations, et deuxièmement, l'accès aux données de pratique individuelles. Sur l'accès aux recommandations, aujourd'hui, un médecin qui cherche dans sa pratique quotidienne à pouvoir accéder à ce qu'est une recommandation de bonne pratique sur un cas clinique qu'il traite, n'a pas à sa disposition, dans son poste, cette information directement disponible. Il doit chercher, parfois sur Internet et sur des sites qui sont ce qu'ils sont. Je pense que c'est notre responsabilité, avec les CNP, avec le Collège de médecine générale, que de pouvoir amener cette information et la rendre disponible. Ce que je vous dis là peut paraître une idée abstraite, c'est un projet très concret, puisque nous sommes en train d'y travailler avec le CMG, avec la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie étant amenée à intervenir, y compris financièrement, pour pouvoir créer ce service, le déployer dans les prochains temps. C'est un protocole, un partenariat que nous sommes en train de nouer avec le CMG et qui sera, j'espère, en cours de développement rapidement. Deuxième élément, les médecins nous demandent, et nous sommes parfois insuffisants dans notre capacité à y répondre, de pouvoir accéder à des données permettant de situer leurs pratiques par rapport à leurs confrères. C'est une demande récurrente. Nous sommes, je crois, insuffisamment agiles et réactifs. Je pense que c'est un objectif pour l'assurance maladie que de répondre à cette demande. Deuxième levier sur lequel je vais
me limiter à tracer deux perspectives qui sont, je crois, et simplement de les rappeler parce qu'elles sont bien connues de tous. C'est l'organisation des soins, aussi bien avec un travail que la Direction générale de l'offre de santé, je parle devant Cécile Courrèges ici présente, mène sur les autorisations. Et je crois qu'il y a un vrai chantier pour pouvoir reconsidérer les autorisations et les seuils d'activité qui ne sont pas sans lien avec ces questions de qualité et de sécurité des soins. Je vous renvoie dans le dernier chargé produit, d'y insister, sur une analyse que nous avons faite sur le cancer du sein et sur le cancer de l'ovaire, en analysant assez finement comment se répartissaient ces opérations entre tous les établissements très nombreux qui les pratiquent, et avec des différences de survie qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est opéré dans un établissement ou un service, qui est autour de 30 opérations par an ou 250. Donc je pense que ce sujet doit être davantage pris et assumé dans notre pays, où les seuils sont souvent, par rapport à nos voisins, très inférieurs à ce que l'on trouve. Sur le cancer du sein, le seuil que l'on trouve autour de nous, il est entre 100 et 150. Deuxième élément de qualité, c'est l'organisation des soins de ville. Et là, on pourrait y passer des heures. C'était d'ailleurs le sujet de l'année dernière. Je pense qu'il y a, et je le crois plus que jamais, un énorme enjeu dans la structuration des soins de ville et pour réduire un exercice qui reste aujourd'hui trop isolé, atomisé et insuffisamment pluriprofessionnel. Troisième levier important, celui de la formation initiale. Je pense que les sujets de qualité et de pertinence ne sont pas suffisamment présents dans la formation initiale des étudiants en médecine. Deuxième élément, le DPC. Nous avons un DPC dont les orientations triennales vont être retravaillées pour la période 2019-2021. Je ne parle pas des orientations propres aux médecins, mais de manière générale, je pense que nous avons encore trop de priorités dans le DPC. Je pense que nous avons vocation à être plus sélectifs et mieux prioriser les enjeux du DPC sur ce que sont de vrais enjeux d'amélioration de la qualité des pratiques, pour que le DPC soit véritablement au service de cet enjeu-là. Et enfin, le sujet de la recertification, qui est, je pense, un élément extrêmement structurant pour la suite. Enfin, et je l'ai gardé pour la fin, les rémunérations, puisque, je l'ai dit un peu au début, je l'avais dit l'an dernier pour ceux qui s'en souviennent, je pense que nous avons en France des modes de rémunération dont vous savez que ni de près ni de loin, ils n'intègrent cette notion de qualité. Et c'est un vrai sujet. Alors je ne suis pas dans la pensée magique. On voit bien que ce sont des choses un peu compliquées qu'il faut les travailler. Mais il est, à mes yeux, évident que d'avoir un mode de rémunération fondé sur la tarification à l'acte sans aucune prise en compte de cette notion de qualité est un vrai sujet de réflexion. Nous avons créé, et c'était dans les prémices de nos échanges il y a un an, un cadre d'expérimentation, l'article 51, qui s'est traduit par une disposition dans le PLFSS 2018. Ce dispositif, je crois, maintenant qu'il existe, est un bon cadre pour justement faire que nous puissions ensemble, et sur la base, je dirais, d'un travail que nous menons avec vous, définir des objets, des types de prise en charge sur lesquels nous pouvons inventer ensemble des modes de rémunération qui intègrent davantage que ça n'est le cas aujourd'hui une dimension de travail collectif, une dimension de résultat dans un processus de soins où d'autres initiatives ont été prises dans le cadre de l'article 51 de prise en charge globale et de rémunération globale sur une prise en charge d'une population ou d'une patientèle. Cet article 51 est en place depuis quelques mois. Je pense que c'est déjà un succès au sens où nous enregistrons un nombre de projets qui nous ont été remontés, qui marquent l'intérêt des acteurs pour ce dispositif. Vous savez que 3 appels à manifestation d'intérêt ont été lancés, dont un notamment sur les processus de soins. Nous avons enregistré à la fin juillet, qui était la date, je dirais, limite de dépôt des dossiers, 170 projets sur ces 3 appels à manifestation d'intérêt.
Et il y a aujourd'hui, dans les ARS et au niveau du guichet article 51 au niveau national, 200 autres projets, en plus des 170, qui, sous forme de lettres d'intention, ont été, je dirais, transmis soit aux ARS, soit directement au guichet national. Il y a, je crois, dans cet article 51, un vrai potentiel de transformation de ces modes de rémunération, parce que l'idée, c'est de déroger au cadre actuel, dans un cadre et avec une méthode qui part de vous et qui nous amène à vous accompagner dans des projets qui permettent de faire évoluer cette dimension tarifaire qui est, je crois, évidemment clé pour qu'on puisse trouver un sens qui réconcilie la qualité et l'intérêt économique des professionnels que vous êtes. Voilà, je conclus en espérant ne pas avoir été trop long. C'est un sujet, la qualité, qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est ancien, c'est évidemment compliqué, mais je pense que c'est central dans la transformation du système de santé qui est devant nous. C'est évidemment un sujet de cadre d'action, d'outils, de méthodes ou d'éléments de rémunération. C'est aussi, je crois, un sujet, je dirais, d'état d'esprit et de culture, de posture. Et je pense que les choses ont incroyablement progressé au cours des derniers temps. Je le dis comme je le pense. Et enfin, c'est un sujet sur lequel nous ne réussirons à progresser que dans une forme d'alliance, j'ose ce mot, d'alliance entre les régulateurs et les professionnels dans leur diversité et avec leurs représentants. Voilà, cher Olivier, ce que m'inspirait ce propos. Merci Nicolas. Je pense que c'était extrêmement important de t'entendre parler de cette façon. Et je crois qu'il y a beaucoup d'attentes dans la salle. On l'a vu après les 4 tables rondes, les 4 premières tables rondes. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il y a des changements de mentalité, il y a des changements de volonté de construire et de construire ensemble un certain nombre de choses. Et je crois que c'est tout à fait positif pour l'avenir. Alors on va passer à la table ronde maintenant, en demandant à Laurence Contarassus, donc, qui est la présidente de Medtronic. Medtronic est une structure, une industrie qui fait du dispositif médical extrêmement innovant. C'est du dispositif médical implantable. Laurence fait des choses aussi sophistiquées que des défibrillateurs implantables, des sondes implantables pour traiter le Parkinson, enfin, des choses tout à fait merveilleuses. Et donc, il nous a semblé que c'était important, avec Benoît, de faire parler un industriel sur ce que c'est que la qualité, la non-qualité, et surtout la non-qualité. Et je pense qu'il y a des choses qui seront intéressantes. Demandez également à Elisabeth Hubert, Elisabeth, de bien vouloir nous rejoindre, et en particulier là, de voir comment la non-qualité, et ce sera tout à fait intéressant parce qu'Elisabeth a proposé un angle sur la non-qualité qui rejoint la problématique de la légitimité des acteurs, et ce sera intéressant de le développer tout à l'heure. Et puis à Jean Kramartz. Alors Jean Kramartz, c'est le directeur général d'AXA Santé. Oubliez AXA en tant qu'assureur. AXA Santé, ce n'est pas une structure assurantielle, c'est une structure qui fait de l'assistance et c'est une structure qui s'est spécialisée dans la téléconsultation. Donc, pareil, on aura un exemple et on aura une sorte de benchmark, de parangonnage d'expériences diverses et variées qui vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux et en particulier combien ça coûte. Et puis, je vais demander à Benoît d'être là, puisque c'est notre monsieur loyal. Et je donne tout de suite la parole. Je vais donner tout de suite la parole à Elisabeth pour qu'elle nous parle justement de cette question de la non-qualité à propos justement de l'hospitalisation à domicile et de son expérience et des enseignements qu'elle a pu en tirer. Merci. Alors je vais le prendre sous un angle un petit peu différent, je vous rassure, je ne vais pas vous bassiner pendant plusieurs minutes sur l'hospitalisation à domicile, ça ne va être qu'une incidence dans mon propos, tout simplement parce que d'avoir insisté pendant cet après-midi d'hier et cette matinée aux tables rondes donne un éclairage supplémentaire. Je crois que le côté positif, c'est que la profession médicale ou une part du monde de la santé est en retard dans ses démarches de qualité, et il faut prendre ça comme une chance. Quand on est au bout de la route, quand on est les derniers dans un processus, on peut au moins espérer bénéficier
de l'apport de ce qui s'est fait avant vous et bénéficier surtout des erreurs qui ont été faites et qui sont ainsi, avec un peu de chance, évitables aujourd'hui aux médecins. Par contre, deuxième chose, c'est qu'il n'est plus temps de tergiverser. Alors, ce n'est pas de se poser la question de savoir si vous travaillez dans un contexte de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Le mot qualité n'a plus en soi beaucoup d'importance. C'est de savoir si la profession médicale et l'ensemble des professions de santé de l'ambulatoire, parce qu'à mon sens, c'est à ce niveau-là que les choses vont se passer et doivent être positionnées, sont susceptibles de se doter d'indicateurs qui permettent effectivement que soit mesuré, évalué son activité, la qualité, mais globalement l'exercice. Et ça, je pense que c'est un point important parce que si, et je vais y revenir, si vous ne le faites pas, si vous ne vous appropriez pas ce processus, d'autres le feront à votre place. Nous sommes entourés là d'acteurs qui, chacun à leur place, se trouveront une légitimité pour pouvoir le faire si effectivement ça n'est pas fait par ailleurs. Je pense d'autre part qu'il est important dans le schéma général qu'il y ait, et j'espère que Nicolas m'en voudra pas, mais qu'il y ait de façon claire un régulateur, un ordonnateur, quelqu'un qui accompagne, on l'appelle comme on veut, et dans ce pays il existe, c'est la Haute Autorité de Santé. Et là aussi, je pense, et c'est déjà un premier élément d'expérience, qu'il faut se garder à ce qu'il n'y ait de multiples acteurs qui viennent remettre une couche sur d'autres indicateurs. Je le dis là, j'espère là aussi que les deux directeurs d'ARS présents ne m'en voudront pas, je ne pense pas particulièrement à leur région, mais j'ai été frappée dans notre expérience, nous, d'hospitalisation à domicile, dans le cadre des négociations des contrats d'amélioration de la qualité et qui est directement lié notamment au volet médicaments, de voir dans certaines régions que nous sont imposées, je vous le dis tout de suite, des conditions inapplicables, parce que j'y reviendrai, justement, pas du tout applicables en hospitalisation à domicile, mais des conditions qui viennent se rajouter à une procédure, à des démarches qui existent déjà dans la certification que nous avons, nous, comme établissement de santé, et qui s'avèrent être une étape, un échelon supplémentaire qui nous est demandé. Donc, troisième message, après le fait de « c'est une chance », puisque vous êtes les derniers, 2, vous ne pourrez que progresser et justement bénéficier de la leçon des prédécesseurs, 2, du fait qu'il faut que vous vous l'appropriez, 3, il doit y avoir un interlocuteur et pas 36 interlocuteurs, ça me paraît très important. Alors, pourquoi je voulais évoquer le fait aussi du coût de la non-qualité, c'est le thème de cette table ronde, et sous un regard un tout petit peu différent, il a largement été question, et je ne l'oublie pas, des patients, donc je regarde d'oublier les patients, mais ce n'est pas cet angle-là sur lequel je veux m'appesantir, pas plus que celui sur le coût sociétal ou celui du coût financier, mais tout simplement, c'est parce que je pense que si le monde de la santé de l'ambulatoire, et notamment les médecins, ne s'approprient pas cette démarche, c'est votre liberté, c'est la liberté des médecins qui sera en cause. Et même dans un certain nombre de cas, dans l'explosion qui est celle des nouvelles technologies, des systèmes d'information, des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui sont en train d'émerger, il se trouvera des interlocuteurs qui trouveront que finalement, il peut y avoir des substitutifs aux médecins et que quelque part, payer et les études et l'exercice de médecin qui ne se plient pas dans un certain nombre de règles, qu'on ne peut pas évaluer, dont on n'est pas persuadé qu'ils soient dans un contexte de bonne qualité, peut conduire, j'en suis d'accord, je suis certainement excessive, il y a un côté monde effrayant que je dépeins, mais je pense sincèrement que le coût de la non-qualité pour les médecins, c'est le fait même de leur exercice. Et ça, je pense que c'est un élément important et que c'est pour ça qu'on peut être en retard, mais il ne faut pas tergiverser beaucoup plus longtemps. Alors, si effectivement, je trouve intéressant de donner un éclairage sur mon expérience, qui est celle de l'hospitalisation à domicile,
c'est que moi, quand je plongeais de façon très opérationnelle il y a une dizaine d'années dans ce secteur, on était au début de l'application des démarches qualité et des certifications pour les établissements d'hospitalisation à domicile. Et très sincèrement, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était une usine à gaz effrayante. Ce qui est quand même pas complètement faux. Mais au fur et à mesure, alors c'est peut-être, vous allez me dire aussi, le syndrome de Stockholm, finalement, on devient soi-même adepte de ce dont on est otage. Je n'écarte pas cette possibilité-là. Mais j'en ai vu au fil du temps l'intérêt. Et l'intérêt, vous le comprendrez aisément, il rejoint ce que je viens de dire par rapport à la profession médicale. C'est que pour nous, qui sommes un système un peu bâtard, statut d'établissement de santé, mais travaillons en ambulatoire, pas simple, pas facile de trouver une place. Et cette place, finalement, si on veut la trouver, on est obligé de donner des gages supplémentaires en termes de qualité et de sécurité des soins. Et finalement, au fil du temps, même si c'est un peu difficile parce que il n'y a pas toujours une très bonne adaptation, même si la présidente de la commission de la certification, Anne-Marie Armenteras, a beaucoup cette volonté d'être beaucoup plus dans l'opérationnalité, le réel et d'adapter aux structures, et c'est en train de devenir le cas. Mais nous en avons vu tout l'intérêt pour acquérir de la crédibilité. C'est-à-dire, en clair, j'utilise le mot, c'est en train de devenir un outil marketing pour nous. Donc, on peut, d'un inconvénient, et il faut se dire et passer du stade de l'inconvénient au stade de l'avantage, et bien le voir comme étant un outil de crédibilité. Et on a vu ce matin, avec la table ronde patients et usagers, qu'il y avait effectivement besoin de donner des gages de confiance. Parce que ces gages de confiance, autrement, et les exemples ont été donnés, ils peuvent se retrouver sur Internet avec des éléments de notation qui ne seront pas obligatoirement ce que vous souhaitez. J'en ferai aussi un parallèle, c'est que ce matin, il a été question de l'oncologie et il a été évoqué, à juste raison, la façon dont, quelque part, les médecins étaient un peu court-circuités dans le dispositif. Et avouons que c'est assez paradoxal, c'est quand effectivement tout ce process en termes de cancérologie avec les plans cancer se sont mis en place avec une beaucoup plus grande proximité des oncologues qu'effectivement aujourd'hui on voit trop souvent court-circuiter les médecins généralistes. Donc on voit bien qu'il est impératif que dans toute la chaîne soient présents et se soient appropriés les professionnels. Alors, moi je pense que si on repart sur les exemples de ce que l'on a pu nous faire, et de ce qui est une démarche à peu près normale, on est dans une démarche qualité qui justifie que soient mis en place des indicateurs. Et il faut que ce soit vous qui y travaillez. De la même façon, les évaluations qui devront être faites, à l'instar des certifications que nous vivons dans les établissements de santé, vous devez être des experts. C'est-à-dire que des experts doivent venir de vos rangs. Il n'y a rien d'impossible en cela. On le voit sur les établissements de santé. Je sais les problèmes de temps, les problèmes de disponibilité, etc. que cela engendre. Mais c'est aussi un élément intéressant. Et c'est quelque part exactement la même chose lorsque vous êtes maître de stage et que, étant maître de stage, vous enseignez, mais l'étudiant que vous accueillez est aussi quelque part votre examinateur. Donc on est bien dans une démarche qu'il faut effectivement complètement intégrer. Et puis, il y a des procédures, des processus à mettre en place. J'entendais hier après-midi évoquer les retours d'expérience, les événements indésirables. On a un principe de base, et moi, dans mes structures, j'ai signé pour mes collaborateurs une charte de la non-sanction en cas de dénonciation d'événements indésirables. Et nous avons des centaines d'événements indésirables qui nous sont dénoncés régulièrement par tous les professionnels, quel que soit leur rôle, de l'assistante sociale, c'est pas simplement le responsable, le médecin, c'est la soignante, c'est l'infirmier, c'est la secrétaire, qui effectivement remonte des événements indésirables. Et donc ça, et on le fait aussi de la part des patients. Et il le faut. On essaie de le faire aussi de la part des libéraux qui interviennent. Et de plus en plus, ils le font. Mais par contre, en corollaire, c'est non-dénonciation. Dénonciation, mais pas de sanction.
Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'on demande de graduer les événements indésirables. Et ce qui est assez drôle, c'est que je constate que ceux qui font la dénonciation, souvent, les mesurent comme étant plus graves qu'ils ne le sont en réalité, ce qui est quand même quelque part assez rassurant. Donc il n'y a vraiment pas de dissimulation. Et ça, je crois que c'est un élément qui est un élément capital, et il faut le mettre en place de façon plus simple, sur un certain nombre déjà de quelques points. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que sur la base de ces événements, et notamment autour du médicament, on a sans arrêt des événements indésirables autour du médicament, eh bien, c'est à chaque fois des incidents réguliers avec les pompes à morphine, avec des dosages qui ne sont pas adaptés, eh bien, on remet à chaque fois en place un élément de surveillance supplémentaire, et j'attends avec impatience tous les éléments qui seront des éléments de télésurveillance qui nous permettront de le faire effectivement à distance, ce qui va commencer à poindre. Donc, c'est ces études d'événements a posteriori. Et je le répète, c'est faire en sorte, et tout à l'heure, il a été évoqué des bonnes pratiques, des recommandations, eh bien, c'est effectivement de travailler avec les collèges pour faire en sorte, les collèges de spécialité, mais c'est aussi vrai pour la médecine générale. Vous êtes doté de collèges, donc il y a ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ça que je voulais évoquer, c'était l'importance qu'il y avait à ce que les professions de santé s'approprient la démarche, mais construisent leurs indicateurs, construisent leurs propres évaluations. Et dernier point, ce qui me paraît important, vous avez évoqué, Nicolas, à tout à fait juste raison, que la structuration en équipe et la structuration de l'organisation des soins était un élément tout à fait important. C'est que je crois, à l'instar de ce que l'on peut voir dans les établissements de santé, où l'accréditation tend à ne plus être celle d'un spécialiste, mais celle d'une équipe, je pense qu'effectivement, si vous vous engagez dans cette démarche, c'est pour ça que volontairement, tout à l'heure, j'évoquais les professions de santé, on ne peut pas exonérer d'autres professions de santé de l'ambulatoire de s'impliquer aussi dans ces démarches. Et ce discours que je tiens, je le tiendrai de la même façon devant une assemblée d'infirmiers ou d'infirmières. Je pense qu'effectivement, il y a d'immenses progrès à faire, et que si on arrive à faire en sorte que ce soit autour d'équipes en ambulatoire et en libéral, je pense que ça sera un élément extrêmement puissant et extrêmement fort, et ça sera pour vous un élément majeur pour demain négocier ce que vous souhaitez. Je pense, depuis plus de 25 ans, que je plaide pour que la valorisation de l'acte intellectuel soit supérieure à ce qu'il n'est. Je suis persuadée qu'effectivement, l'absence d'indicateurs pour évaluer les qualités des interventions et des démarches ont été des freins, ont été des motifs opportuns pour laisser à un niveau qui, à mon sens, n'est pas celui qu'il vaut, l'acte intellectuel en médecine. Merci Elisabeth. La qualité comme un facteur marketing, c'est vrai également dans le domaine industriel, mais plus que ça, c'est aussi un outil qui est un outil de contrainte absolue. C'est-à-dire que c'est un outil qui est validé par des règles réglementaires qui sont tout à fait contraignantes, quels que soient les pays du monde. Laurence, quand on est à la tête d'une entreprise comme Medtronic, on a bien entendu la pharmacovigilance, la matériaux-vigilance, on a les plans de gestion du risque, on a les validations par des marquages CE, des autorisations de mise sur le marché quand on est dans le médicament. On a les plans de gestion des pénuries. Quand on est dans le dispositif médical, en plus, on est sur un produit qui est acteur dépendant. Donc, on est dépendant de la qualité de la formation. On ne va pas demander à n'importe qui de poser un défibrillateur ou une sonde implantable intracérébrale. Donc, toutes ces questions-là, il y a une espèce de balance entre la façon dont elle a fait valoir et puis les contraintes également qu'elles peuvent apporter. Ton avis, toi, sur la non-qualité et les impacts que ça peut avoir, non seulement sur le secteur industriel, mais également sur les professionnels de santé, et puis sur le système beaucoup plus global. Alors tout d'abord, bonjour à vous tous et merci à Olivier et Benoît de m'avoir invité. Et je dois vous avouer que quand Olivier m'a envoyé un petit message, est-ce que tu veux participer avec nous aux URPS, à la Baule, à la fin de l'été ? Je me suis dit, sujet la qualité, ça ne va pas être très facile. Est-ce que j'ai quelque chose à apporter ?
Puis en plus, les vacances sont passées par là, comme on l'a dit tout à l'heure, et je suis rentrée lundi. Donc, comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit, c'est vendredi, on s'est parlé avec Olivier, lundi matin, c'était encore beaucoup trop tôt. Et déjà, la première chose, je me suis dit, je vais les écouter. Et je vais déjà essayer de comprendre ce que c'est que les URPS. Donc merci à vous, j'ai passé 2 jours où j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je travaille depuis 25 ans, j'allais dire, avec le corps médical. J'ai commencé avec ma petite valise à la sortie de l'école à venir poser des produits sur des patients où, comme tu le disais Olivier, la formation est tellement importante que, en général, si l'ingénieur technico-commercial n'est pas là, le médecin ne peut pas poser le produit. Pour vous donner une idée, même quand on parle de défibrillateur, où vous connaissez tous le mot, peu de personnes, peu de médecins en France savent poser tout seuls un défibrillateur et sont capables de le régler parfaitement. Mon premier point, je vois M. Revel sourire, mais c'est une réalité. Voilà. Si j'avais voulu le faire exprès. Non, mon premier point, c'est je me suis dit, tiens, c'est marrant, on parle de la qualité, mais Olivier, il n'a pas poussé le bouchon jusqu'à se dire, et si on commençait par demander et faire écrire sur un post-it, comme on le fait souvent en réunion, qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors moi, hier soir, après un après-midi avec vous, j'ai fait ça. J'ai écrit pour moi la définition de la qualité. Évidemment, en tant qu'industriel, j'étais bien plus proche de la définition de l'ISO 9000 et de toutes ses particularités. Olivier a oublié quelque chose sur mon métier. En tant que, alors on pourrait dire présidente, je vous dirai après pourquoi je me définis comme une chef d'orchestre et pas comme un président. C'est le risque d'aller en prison pour l'ensemble des points quasiment qu'il a évoqués. Pour ce que ferait un de mes collaborateurs, et j'en ai 1350. Je vous invite à la fin de la journée ou dans le week-end à écrire cette définition de la qualité, aller sur Google, et vous allez voir que c'est très très intéressant, parce que si on avait fait cet exercice, on aurait pu passer les 2 jours à se mettre d'accord sur ce qu'était la qualité. Et ça explique aussi pourquoi, dans les discussions qui étaient super intéressantes, des fois ça partait un petit peu quand même dans tous les sens. On en a parlé à la pause, parce qu'on a chacun son point de vue en fonction de sa formation, en fonction de son métier, en fonction de son vécu. Moi, je suis particulièrement sensible. J'aime dire que, évidemment, je suis la patronne de Medtronic France. Je suis surtout une citoyenne de la santé qui avoue qu'elle a envie de parler avec l'ensemble des administrations et de leur dire vous pouvez faire confiance aux industriels, on peut travailler ensemble. On n'a peut-être pas toujours été très bons, mais en tout cas, on a des choses à apprendre et vous pouvez nous faire confiance pour travailler avec vous, pour essayer d'établir un système de santé meilleur. Et puis surtout, je suis une maman. Et je suis une maman qui a eu une petite fille qui a eu des problèmes rénaux pendant 4 ans. Donc j'ai passé les 4 premières années de sa vie entre un mix entre aidant, patient, patronne. Et donc tous les points dont on a discuté, je les comprends vraiment bien. Et en fait, la définition que je me suis donnée à la qualité, hier soir, c'est le bon sens. Parce que la qualité, oui, M. Munich, hier, l'a dit, en effet, la qualité pour un industriel, c'est les process. Et Dominique Pont, ce matin, l'a bien dit. Ah, ne faites pas les erreurs qu'ont fait les industriels. Ça, on va revenir dessus. Oui, il faut des process. Oui, il faut mesurer. Mais la qualité, c'est d'abord le bon sens. Moi, j'ai envie de parler d'une expérience qui m'est arrivée, j'étais très très jeune. J'ai commencé sur le terrain avec ma petite valise, j'avais 23 ans. J'ai fait une formation 100% aux États-Unis. Je suis arrivée sur le terrain, je ne savais pas parler avec certains d'entre vous. Il y en a certains qui me connaissent. Je les regarde. Je ne savais pas parler en français, je connaissais tous les termes en anglais. Quelques mois après, c'était pas chez Medtronic, ça fait 15 ans que je suis chez Medtronic. On est venu me voir, on m'a dit, voilà, Laurence, il y a un super produit, il faut que tu le vendes, tu vas aller voir les médecins, c'est ça ton objectif. Bon, comme j'ai eu la chance d'être bien formée, pas autant que vous, j'ai fait un peu moins d'années d'études, j'en ai fait que 5, je me dis, je vais quand même déjà commencer à chercher c'est quoi ce produit, qu'est-ce qu'il existe. Et à l'époque, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, il n'y avait pas toutes les contraintes d'aujourd'hui, on pouvait quasiment mettre un produit sur le marché, il y avait le marquage CE, mais c'était à peu près tout. On n'est plus du tout dans le même monde. Et là, très vite, je me suis aperçue que ce produit, il pouvait tuer les patients. Et là, je suis allée voir mon supérieur hiérarchique. Je lui ai dit non,
je ne vendrai pas ce produit. C'est ça la qualité, c'est le bon sens, c'est de se dire pourquoi on fait les choses. Et on peut avoir tous les process du monde, on peut nous donner toutes les fiches techniques du monde. Il y a un moment, il faut comprendre pourquoi on fait les choses, il faut avoir du bon sens. Alors, pour revenir, pourquoi je vous dis ça, pourquoi le bon sens ? Parce que le coût de la non-qualité, pour moi, c'est la perte de confiance. Et la perte de confiance, elle peut être avec vos équipes, elle peut être avec les gens avec lesquels vous travaillez, avec vos passions, donc évidemment avec moi, avec mes équipes. Un industriel, quand il a ce qu'on appelle un recall, c'est ce qui peut arriver de pire à une société. Et après 25 ans, j'en ai eu quelques-uns. Olivier me regarde. C'est vraiment une chose extrêmement désagréable, surtout si vous en avez plusieurs semaine après semaine. Évidemment, vous devez aller récupérer les produits dans les centres. Évidemment, vous devez faire toute la partie administrative. Évidemment, vous avez votre directeur de la qualité tous les jours sur le dos. Mais surtout, vous perdez la confiance de vos clients. Vous qui êtes dans la salle, vous perdez la confiance de vos patients. Et pour revenir à ce que disait Madame Hubert tout à l'heure, c'est là où il faut prendre les choses en main, il faut se dire c'est pas l'affaire de l'autre. Et dans une société, oui. Chez Medtronic, alors je vais vous le dire en anglais parce que c'est comme ça, nous on a un objectif. Quality begins with me. Oui, mais moi je suis un chef d'orchestre. Alors la qualité, elle peut commencer par moi, mais elle commence surtout à comment je vais expliquer à l'ensemble de mes salariés pourquoi on fait les choses, pourquoi on a une norme, pourquoi on doit mesurer, pourquoi on n'a pas telle data et comment on va la trouver, parce que sinon je peux envoyer autant d'ordres que je veux, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est ce matin ou hier, quelqu'un nous expliquait que c'est ce matin, dans son cabinet, qu'il y avait un des médecins qui remplissait pas ce qu'on pourrait appeler, on espère tous l'avoir, d'ailleurs vous n'avez pas parlé, M. Revel, le dossier médical partagé, qui pourrait être un excellent gage de qualité. Là j'ai pris ma casquette de citoyenne. Mais ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose qu'il va le faire. C'est qu'il faut comprendre. Et là, il n'y a pas de lien hiérarchique, pas hiérarchique. Même dans une industrie, c'est pareil. Et la perte de confiance, on ne peut plus rien faire quand on est arrivé à cette perte de confiance. Je vais vous donner un exemple. Alors, comme M. Unique disait, les industriels, ils ont une expérience depuis plus de 50 ans. Oui, en effet. Maintenant, il y a encore une très grande marge de progression. Chez nous, l'analyse en fait du coût de la non-qualité. Alors vous parliez de 20% en France. Chez un industriel comme Medtronic, on estime que c'est autour de 13%. 13%, c'est à peu près ce qu'on investit en recherche et développement. Si on pouvait doubler notre capacité de recherche et de développement, ce serait juste extraordinaire pour notre système de santé, pour nos patients et pour vous. Donc on ferait mieux de mettre cet argent là où il est. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, c'est pour ça qu'Olivier m'a demandé d'intervenir, en gros, on devrait être les rois de la qualité. Ben non, on n'est pas les rois de la qualité, sinon on devrait se rapprocher peut-être de 0,5, 1%. On a plus de 13% de marge, j'allais dire, d'amélioration de la qualité. Oui, il faut mettre des process. Oui, il y a déjà pour ça. Oui, on a plein d'équipes. Mais il y a un moment, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire que ces process soient respectés. Monsieur Revel, qui connaît très très bien notre industrie, je vais vous donner un exemple très très simple et avec beaucoup de franchise. Nous, on vend des dispositifs médicaux dans le système français, beaucoup, donc on va prendre un produit que vous connaissez tous, le pacemaker, parce que ça je suis sûre, ça vous parle à tous. On les met en dépôt dans les centres. Un gage de qualité serait qu'on mette les bons produits à disposition, donc ceux que vous avez besoin. Le deuxième, qu'on contrôle très régulièrement ou que les centres les contrôlent, là on n'y est pas, et pire, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de produits périmés dans les hôpitaux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et dans l'ensemble des industries, nous avons toujours ce qu'on pourrait appeler la non-qualité par définition. C'est un patient implanté d'un produit qui est périmé. Ça, moi, j'ai le risque d'aller en prison. Et je peux vous dire que des process, j'en ai, mais alors des feuilles entières. Et on n'y arrive toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Et c'est là où c'est une opportunité, c'est une chance, comme le disait Madame Hubert. Si on comprend pourquoi, on doit être acteur de cette qualité.
Et dans les usines, ce qu'on fait maintenant, eh bien en fait, on essaye de faire moins de process. Et quand par exemple, quelque chose qui doit être très simple, on se dit comment est-ce qu'on veut optimiser une chaîne de production ? Eh bien on commence plus maintenant par établir des dizaines de feuilles de process. On met l'ensemble des employés ensemble, on les fait réfléchir, on leur demande comment ils ont envie de travailler. Est-ce qu'ils ont plus envie, et ça se passe dans nos usines en France, est-ce qu'ils ont plus envie de changer, par exemple, de poste régulièrement, toutes les 4 heures ? On échange avec eux, c'est toutes les discussions que vous avez eues pendant toutes les tables rondes, et on revient au point qui est que la qualité, ça passe forcément par la co-construction. Ce n'est pas possible autrement. Donc ça serait mon premier message d'industriel. Il faut avoir la confiance et ça passe par la co-construction. La co-construction, elle est entre vos mains. Le gage de qualité, la qualité pour l'avenir, et ça passe aussi par les outils modernes. Ça passe par l'e-santé. Ça passe par la télésurveillance, téléconsultation, télémédecine. N'attendez pas que M. Revel vous donne l'autorisation de pouvoir le faire et de vous dire combien vous allez être payé. Mon message, c'est prenez ça en main et venez nous voir et on va les aider, si je puis dire, si vous me permettez. Parce que sinon, en effet, on va faire de la non-qualité parce qu'on aura des outils qu'on ne pourra pas utiliser ensemble. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile parce que j'ai un mari kiné. Donc je sais ce que ça veut dire que de travailler seul de 7h30 à 9h30 tous les soirs et de refuser des patients. Je sais à quel point c'est compliqué, mais là aussi, la qualité, ça passe par s'organiser pour pouvoir le faire, ce que disait Madame Hubert, et ne pas attendre que les autres vous demandent de le faire, ou pire, de faire quelque chose que vous n'aurez pas compris, dont vous ne saurez pas vous en servir et dont le patient, en fait, ne comprendra pas, en fait, pourquoi vous allez lui demander de travailler ou de faire de cette façon ou de celle-ci. Donc, pour moi, la qualité, c'est ça. C'est ensemble assurer la confiance et comme ça, on va pouvoir certainement éviter les erreurs que l'on a faites dans l'industrie, mais prendre aussi le bon. Merci beaucoup, Laurence. Jean, quand on passe d'un métier d'assureur à autre chose, il y a des process à mettre en place, il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'afficher, la téléconsultation, ils font discuter avec le CNOM, ils font discuter avec la CNIL, ils font discuter avec la ZIP, ils font discuter avec le politique, ils font discuter avec l'assurance maladie, ils font discuter avec beaucoup de gens. C'est pas forcément quelque chose qui s'apprend tout de suite, qui se découvre tout de suite. Il y a des projets à mettre en place, il y a des pilotes, et en fin de compte, sur des sujets aussi sensibles, il y a soit une volonté de dire je passe en force, soit une volonté de dire on va faire les choses très très bien. L'expérience que vous avez pu développer chez AXA Santé, c'est quoi ? Tu en tires quoi comme leçon et quelles sont les pistes en prospective pour l'avenir ? Alors, Olivier, comme tu l'as dit, la téléconsultation, il faut beaucoup en discuter. On a été les premiers à lancer ça, donc on a un peu essuyé les plâtres de la discussion, mais une fois qu'on a toutes les autorisations, il faut la faire. Et si on essaie d'appliquer les règles de la qualité ou les principes sur la qualité qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que nous, on a appris de concret, de bon sens, qu'on n'imaginait pas, puisque c'était un métier nouveau. Premier apprentissage, c'est un nouveau métier. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon médecin généraliste, on peut être un très bon médecin urgentiste. On a à apprendre quelque chose de nouveau quand on fait de la téléconsultation. Et donc les gens qui feront de la téléconsultation à partir du 15 septembre ou plus tard feront un métier nouveau. Quelles que soient leurs compétences professionnelles, ils devront apprendre à écouter, à regarder, à parler d'une manière différente de ce qu'ils font quand ils sont en face à face. Et c'est pas parce qu'ils ont déjà pris des patients au téléphone qu'ils connaissaient bien pour leur dire oui, faites ci, c'est pas mal, ou non, venez me voir, qu'ils ont fait de la téléconsultation. Donc on parle de quelque chose de différent, avec aussi un champ médico-légal différent. Prescrire à distance sans avoir vu le malade, c'est aussi entrer dans une zone de risque professionnel un peu différente. Donc premier enseignement, ça s'apprend. Deuxième enseignement, et c'est pareil que pour la chirurgie du cancer de l'ovaire ou du sein, plus on en fait, meilleur on est.
Parce que on change, on apprend, on discute, on en parle à des confrères, on en parle à des collègues, on réfléchit. Donc il y a aussi une courbe d'apprentissage. On est aujourd'hui meilleur dans nos téléconsultations qu'avant. On a plus de taux de succès. Ce qu'on appelle un taux de succès chez nous, c'est un patient qui suit la recommandation qui lui est donnée, c'est-à-dire aller voir le médecin ou c'est pas la peine, c'est bon, ça va aller. On a plus de prescriptions, c'est-à-dire que nos médecins se sentent plus à l'aise pour prescrire. On est passé d'à peu près 7% de taux de prescription à 25%. Donc, ce n'est pas une mesure en soi de la qualité. Je précise ça parce qu'on subit la même pression des malades qui disent « Ah bah si j'ai pas d'ordonnance, c'est que c'était pas une vraie consultation ». Mais à 25%, on est évidemment très en dessous de ce qui se passe en cabinet. Et moi, je le vois comme une mesure de la facilité avec laquelle nos médecins évoluent, agissent dans cet environnement. Troisième enseignement, on est loin d'avoir encore tiré tout le parti de ce que la technologie va nous permettre dans le futur. La téléconsultation avec un DMP, ça sera tellement mieux que la téléconsultation dans le vide. La téléconsultation avec des applications qui vont prédéfinir, aider un peu à définir ce qui se passe chez le malade, ça va venir vite et ça sera très utile. Et très utile, pas pour la qualité du diagnostic, mais pour dire à l'avance aux malades, perdez pas votre temps avec une téléconsultation. Ce truc-là, si vous ne voyez pas un médecin, il ne se passera rien de bien. C'est ce que font les Suédois. Les Suédois remboursent aux opérateurs de téléconsultation uniquement les téléconsultations qui ne donnent pas lieu à une visite supplémentaire. Et comment ils arrivent à ce résultat-là ? Eh bien, il y a une application qui est distribuée à tous les Suédois qui dit exactement ça aux gens. Décrivez-moi vos symptômes. Oui, il y a une chance qu'un téléconsultant résolve le problème. Ou non, ce n'est pas la peine. Allez à un centre d'urgence ou aller directement voir un médecin. Ça, je pense que ça va venir et ça augmentera aussi la pertinence du recours à la téléconsultation. Autre point important pour la qualité, c'est la territorialité. La téléconsultation qu'on fait aujourd'hui chez AXA, c'est une téléconsultation de confort, de réassurance, pour des gens qui ne peuvent pas consulter leur médecin traitant dans des délais qu'ils jugent raisonnables. Donc il y a des gens, ils se lèvent le matin avec le nez qui les gratte, ils appellent la téléconsultation. Et ils disent, il est 7h du matin, mon médecin n'est pas ouvert. Je pense que la téléconsultation, il y a aussi des gens qui appellent pour des bons motifs. Il y a 10% des gens qu'on renvoie aux urgences, par exemple. Mais la téléconsultation de demain, ça ne sera pas cette téléconsultation un peu hors sol, vite, je veux parler à un médecin. Ça sera une téléconsultation faite par le médecin traitant le plus souvent possible, faite en liaison avec l'écosystème territorial le plus souvent possible, parce que ça sera un élément du dispositif de soins. Ça, pour moi, ça sera une téléconsultation de qualité, et le champ ouvert par les expérimentations permettra bientôt de le faire, et de le faire en complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a de la place dans ce système idéal qui, je l'espère, viendra vite, pour les médecins traitants, pour des spécialistes locaux, pour les systèmes de permanence de soins divers et variés, et aussi pour des opérateurs privés qui viendront un peu en voiture-balai de tout le reste. Donc voilà ce que sera pour moi le système qualitatif de demain, un système complémentaire où tout le monde a sa place, ce qui veut dire qu'on arrête de dire tout et n'importe quoi à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire on est débordé aux urgences, on ne sait plus quoi faire, il faut recruter, le système va à sa perte, et on n'a surtout pas besoin d'opérateurs privés qui font un peu de filtre ou de médecins libéraux ou de centres de soins à côté. On ne peut pas dire les deux à la fois. Autre chose qu'on ne peut pas dire à la fois,
ni en même temps, c'est les médecins libéraux sont débordés, ils vont crever, c'est le burn-out, on ne sait plus quoi faire, il n'y en a pas assez, et on veut voir tous les patients nous-mêmes et on ne veut surtout pas qu'il y ait des opérateurs de téléconsultation à côté. Donc il y a un chemin de crête entre je fais tout seul et j'ai besoin de personne, et on est dans des systèmes de complémentarité où chacun trouve sa place dans l'intérêt du patient et dans un parcours de soins qui a du sens. Merci beaucoup pour ces propos. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait éclairant. Benoît. On vient d'entendre chemin de crête. Elisabeth disait elle a placé la barre assez haut de façon presque dramatique, même si elle l'a dit très gentiment, mais elle a dit c'est ou la qualité ou la disparition, presque. Donc il y a une exigence très très forte. Mais heureusement, il y a eu déjà quelques réponses. Mais je pense que les questions vont alimenter cette dualité passionnante entre justement cette nécessité de la qualité et puis comment y arriver. Alors on va peut-être plus insister sur le comment un peu. D'accord. Oui, c'est vrai que quelque part, si jamais ce n'est pas le médecin qui s'empare de cette question de qualité, ce seront d'autres organisations, ça peut être d'autres professionnels également, qui vont faire un travail à côté. Ou les patients qui vont s'organiser autrement. Alors, première question. Oui, merci, mesdames, messieurs. Rémi Seba, élu à l'URPS, médecins libéraux au PACA. Quand j'entends dire qu'on est en retard sur la qualité, je sursaute, j'ai failli donner un coup au plafond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ici, nous sommes en retard sur la qualité, c'est pas possible. En 2007, nous avons emboîté le pas, en PACA, des médecins bretons. Et je tire mon chapeau aux médecins bretons d'avoir lancé les groupes qualité. Nous sommes dans les groupes qualité, nous sommes dans la qualité. Et moi, je viens vous parler non pas des coûts de la non-qualité, mais des coûts de la qualité. Parce que, M. Revel, vous êtes certainement au courant de cette expérimentation en PACA que nous avons lancée avec l'URPS médecins libéraux PACA de 2010 à 2015. Nous étions passés de 10 groupes de médecins de 12 à 23 groupes de médecins de 12, c'est-à-dire que nous étions presque 250 médecins, évidemment, médecins généralistes sur les 6000 médecins généralistes de la région PACA. Et nous avons démontré, grâce à un partenariat exemplaire avec la direction régionale du service médical de l'assurance maladie, avec la faculté de médecine et avec l'ARS PACA, puisque M. Coaplier est là, il pourra peut-être en témoigner, eh bien, nous avons démontré que non seulement ces groupes qualité, pendant les 5 ans d'expérimentation, ont démontré l'amélioration de la pratique médicale, et je ne dis pas du comportement des médecins, parce que je pense que c'est péjoratif de dire qu'on change le comportement des médecins, mais on améliore la pratique médicale grâce à l'appropriation des recommandations de bonne pratique. Et on a démontré l'amélioration de la qualité de vie des patients dans ce groupe-là. Et on a démontré ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas démontrer que cette qualité-là, qui a été démontrée, prouvée, eh bien, entraînait une économie de la santé. On l'a démontré à notre... Enfin, moi, je ne dirai rien d'autre, mais je peux vous dire cela avec l'aval, certainement, du docteur Sacomano, qui est là, c'est le président de l'URPS Médecins Libéraux PACA, et de madame Fanny Josancy, avec qui j'avais écrit à l'époque le dossier d'expérimentation de ces groupes qualité, et je répète, c'est des groupes qualité, donc on était bien en avance, et nous avions conscience de l'intérêt de la qualité. Cette expérimentation, M. Revel, s'est terminée en 2015. Pourquoi ? Je ne sais pas. Arrêt des financements. L'ARS PACA a cessé les financements, qui était le principal financeur. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que j'ai eu la surprise, mais alors l'énorme surprise agréable, d'avoir l'appel il y a 3 mois du directeur adjoint du service médical de l'assurance maladie qui me dit « Allô Rémi, je suis en train de lire le rapport de la CNAMS, je te l'envoie par mail, dis-moi ce que tu en penses, c'est fabuleux, il faut qu'on reparte. » En effet, dans le rapport dont vous êtes le commanditaire... Et on ne parle pas de PACA, mais de Bretagne et de Normandie, c'est ce que vous allez me dire, non ?
On fait effectivement, pardon de vous couper avant, on fait effectivement un point sur les groupes qualité à partir de 2 expériences, mais on est passé sous votre contrôle à côté de la vôtre, et on a fait effectivement un focus sur le retour d'expérience des groupes qualité dans 2 régions historiques où ils se sont développés, la Bretagne, vous l'avez cité, la Normandie aussi. Bon. Et c'est vrai que dans le bilan que nous faisons, nous permettons, au-delà de saluer la démarche, d'en faire un bilan, y compris dans une évolution des pratiques professionnelles, qui, y compris, peut conduire à des économies en termes de dépenses de santé, ce qui ne me paraît en aucun cas un élément inassumable et déshonorant pour les médecins qui se sont investis là-dedans. Et nous concluons en effet sur le fait que nous devons, à notre sens, relancer les groupes qualité dans les territoires. Ça pose la question du modus operandi, puisque historiquement l'assurance maladie les finançait, mais c'est passé sous une autre enveloppe, celle du FIR et sous l'égide des agences régionales de santé. Donc c'est une question à laquelle nous devons réfléchir avec le ministère, les ARS, mais aussi les partenaires conventionnels, parce que je pense qu'il y a là une partie de la réponse à la question que je n'ai pas eu le temps de suffisamment traiter tout à l'heure, de dire comment est-ce que la qualité redescend dans les pratiques professionnelles individuelles. Chacun est très occupé au quotidien dans son exercice professionnel. Comment on arrive, au-delà d'amener de la formation dans les postes de travail, c'est une chose, mais ces éléments d'échange confraternel étaient évidemment très précieux. Et avec une deuxième question, à laquelle je pense les groupes qualité devront aussi amener une réponse si on veut les relancer, c'est comment on arrive à embarquer les professionnels au-delà des 10-15% qui sont quand même souvent les premiers à venir parce que ce sont les plus motivés, et ceux dont les pratiques professionnelles sont quand même déjà, je dirais, les plus matures. Comment réussir à associer, amener dans des temps d'échange le soir après le travail tous les autres. Donc, oui, merci d'avoir lu le rapport chargé de produire. Juste un petit mot. Sachez donc que nous avons 23 groupes qualité en déshérence en PACA, et tous les membres de ces groupes qualité en déshérence en redemandent et espèrent pouvoir recommencer. Merci, monsieur. J'ai une question là-bas. Je vais faire de la promotion parce que sur les bons produits, j'aime bien faire de la promotion. J'ai parlé de Corentin et de ce qu'il faisait. Nicolas le sait. Le rapport chargé produit de cette année, c'est un document, mais de base à lire. Il faut que vous le consultiez. D'abord, il est remarquablement fait. Deuxièmement, il est super intéressant. Non, je suis désolé. Le dernier était remarquable également, Olivier. Non, mais je suis désolé. Le cru de cette année est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a vraiment des analyses sur un certain nombre de critères qui sont... Et n'oubliez pas une chose au cas où, c'est que ça sert quand même de base à la définition d'un projet qui s'appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et que, d'une certaine manière, c'est une loi qui touche les pratiques quotidiennes à court, moyen ou long terme. Donc renseignez-vous, ça fait partie vraiment des éléments de connaissances et d'informations que vous devez avoir en tant que président du RPS vraiment à l'esprit. Bonjour, Thierry Labarthe, URPS Bretagne et président de GECOLIB, le groupement d'exercices coordonnés libéraux. Donc je voulais remercier la région PACA parce qu'effectivement, il y a d'abord un poster à Pimet qui est là, parce qu'en Bretagne, 20% des médecins généralistes sont toujours actuellement dans des groupes qualité, avec un ordre d'idée à peu près de 500 000 € de dépenses engagées, qu'elles viennent du FIR ou de l'assurance maladie ou de l'ancienne UNOCAM. C'était 10 millions de dépenses non engagées, comme on le dit. Et c'est vrai que, vu qu'on fait quand même le lien avec ce qu'on a dit ce matin et hier sur la communication, le fait de se parler, de ne pas avoir de sanctions, il y a aussi tout un travail effectivement d'amélioration, prescription des antibiotiques, amélioration de la prise en charge des patients psychiatriques. Et là, nous, notre grand souhait, c'est évidemment de l'ouvrir soit sur un territoire, et peut-être les CPTS pourront aborder ces groupes qualité sur des territoires avec le second recours, nos collègues spécialistes, les oncologues, pour justement faciliter les liens avec des spécialistes de second recours, les associations d'usagers, et avec des grands binômes que je pense essentiels pour nous ici. Moi qui suis président d'une association d'Interpro, c'est évidemment inviter les pharmaciens
de nos territoires dans les groupes qualité, vu que ces groupes qualité représentent les médecins d'un territoire. Par exemple, le mien, nous sommes une dizaine de médecins. Les podologues, si on va parler du pied diabétique, par exemple, avec un sujet qu'on a envie de s'approprier parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et je pense que l'avenir dans la qualité, c'est effectivement que ces groupes qualité, groupes avec ce petit logo, groupe déposé, perdurent et puissent s'ouvrir justement au second recours, aux médecins spécialistes, aux établissements et surtout évidemment à l'interprofessionnalité avec des modes de financement qui nous permettraient de nous retrouver sur à peu près un temps d'1h30 et avec des résultats qui sont évidemment toujours intéressants. Et c'est ce que vous disiez, Monsieur Revel, tout à l'heure sur effectivement l'intérêt de l'information, d'avoir ses propres recueils. Donc ça, on les a dans les groupes qualité. C'est très intéressant de se positionner. Il y a un petit jeu qui fait pipi le plus loin, évidemment, quand on voit que dans un même département passe un peu la guéguerre si on va être meilleur du groupe de copains qui est à 50 km de chez nous. Voilà. Un commentaire Non, mais moi je trouve que l'idée que la mise en place des CPTS puisse être un cadre adéquat, intéressant, pour pouvoir justement inscrire le développement de ces groupes et leur diffusion qualité dans les territoires, je trouve, est à réfléchir, parce que les CPTS, comme vous l'avez dit, ça n'est pas qu'une affaire de médecins généralistes libéraux, ça prend le premier et le second recours, ça prend les hôpitaux de proximité, et ça prend évidemment la totalité des professions de santé qui forment la prise en charge pluriprofessionnelle que l'on veut développer. Donc c'est une bonne piste. Je trouve ce qui est assez excuse-moi, Luc, frappant, vous évoquiez, et vous avez à juste raison rappelé les groupes qualité. Vous avez simplement cité un chiffre, c'était 250, voilà. Vous venez d'évoquer 20%, ce qui est déjà très bien. Bouteille à moitié pleine, moitié vide, ça veut dire 80% qui ne sont pas impliqués et tous les autres de PACA. Le problème, il est là. Et moi, je pense que vous ne pourrez pas, et c'est le rôle des URPS, vous ne pourrez pas vous exonérer de faire en sorte d'entraîner l'ensemble des professions dans la démarche. Parce que de toute façon, c'est les 20%. Quelque part, ce que vous faites, et vous êtes obligé effectivement de pleurer après des financements, mais ce n'est pas valorisé comme ça le devrait, parce que malheureusement, 80% ou une extrême minorité sont impliqués dedans. Donc on ne peut pas... Aujourd'hui, le problème, il n'est pas... et quand je disais, c'est pas la qualité en soi, c'était pas ça mon sujet, c'était de faire en sorte qu'il y ait des indicateurs, qu'il y ait l'évaluation de la qualité, c'est-à-dire qu'elle soit objectivée. Quand tout à l'heure vous évoquiez effectivement que vous étiez livré à un petit exercice sémantique de c'est quoi la qualité, c'est quoi la non-qualité, c'est effectivement un exercice qui n'était pas un exercice inutile. Parce qu'au-delà de votre pratique, il y a aussi une chose, et Nicolas y est obligatoirement très sensible, c'est la mauvaise utilisation de l'ensemble de notre organisation des soins. C'est-à-dire un recours dont on sait qu'il est extrêmement exagéré à l'hospitalisation avec hébergement. Et donc, l'ensemble de la démarche, elle est au niveau des actes, elle est au niveau des interventions. La nécessité de l'interprofessionnalité est extrêmement importante, mais elle pose le problème général du recours au bon dispositif aux différents moments, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le bon malade au bon moment, etc. Donc l'enjeu, il n'est pas obligatoirement un seul système, mais il doit y avoir une démarche et qui ne pourra pas se contenter d'être au bon vouloir d'un petit nombre qui seront effectivement toujours les mêmes, ne nous faisons pas d'illusions. L'enjeu, il est tous les autres. Et comme moi, j'ai plutôt... au fond, toujours un peu l'état d'esprit d'un libéral, j'ai plutôt envie que vous vous l'appropriez, que vous le bâtissiez. Vous avez compris à mes propos que je suis mesuré sur le fait que ce soit l'assurance maladie qui soit effectivement un élément juge et parti. Je pense qu'effectivement, il faut le faire avec l'assurance maladie. D'abord parce que l'assurance maladie, en dehors du fait d'être un payeur, a un immense avantage, c'est qu'elle a aussi des données. Et que ça serait vachement bien de partager les données. Et ça peut être un élément, vous l'avez dit tout à l'heure, de se comparer, mais de se comparer sur tout un tas de données, c'est un élément majeur, et pas simplement d'ailleurs sur l'exercice des libéraux, de façon un petit peu plus large, les données. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'assurance maladie n'a ni de près ni de loin vocation à être le prescripteur de ce qu'est la qualité des soins. Et à la fois, ce serait un mélange des genres, et deuxièmement, nous n'en avons ni les
je dirais, les compétences de par la loi, c'est la Haute Autorité de Santé qui en est chargée. Bon. Après, je pense que notre rôle, c'est aussi de pouvoir favoriser ce qui, je crois, est un souhait des professionnels eux-mêmes, qui est de participer, de contribuer à la définition de ce que pourraient être des éléments de bonne prise en charge ou de mauvaise prise en charge, parce que moi, je trouve bien toujours de définir ce qu'est la bonne prise en charge et de ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de ne pas faire ou de ne plus faire. Bon. Nous, là-dedans, quel rôle on joue ? On joue le rôle de pouvoir accompagner ce type de démarche en amenant des éléments bibliographiques, des données. Et ça, pour le coup, c'est vraiment notre rôle. Et il n'y a pas de rétention de notre part parce que vous nous les demandez. Et quelque part, c'est notre mission que de les apporter pour pouvoir éclairer les travaux. Et puis d'être, je dirais, à vos côtés dans la phase ensuite de partage. Comment fait-on que les travaux de la Haute Autorité de Santé, ou parfois quand il n'existe pas encore ce qu'un CNP va pouvoir, ou des CNP vont pouvoir travailler ensemble, on puisse le faire partager à chacun des professionnels concernés. Et là-dessus, nous ne pensons pas que c'est à nous de prendre la main. Nous le faisons, nous avons des visites de délégués de l'assurance maladie, des échanges confraternels. Nous savons que nous sommes beaucoup plus forts et beaucoup plus convaincants quand nous nous situons dans un partenariat où une société savante porte avec nous et diffuse, y compris par ses propres moyens, un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques qu'elle a arrêtées, élaborées, et pas seulement quand ça passe par le truchement de l'assurance maladie, qui forcément est reçue différemment que lorsque elle est, je dirais, portée avec vos pairs ou vos confrères. Donc je pense qu'on est très attaché justement à être dans ce que je qualifiais d'un mot que j'assume, d'une forme d'alliance, mais en ne confondant pas nos rôles, mais en ne mésestimant pas aussi ce que nous pouvons apporter au processus. Nicolas, on a eu au cours de ces 2 journées un certain nombre d'acteurs au cœur de la stratégie de transformation du système de santé, comme bien évidemment personne n'a voulu trahir de secret quant à ce que va annoncer le président de la République. Il n'empêche que sur le premier des chantiers, la pertinence, c'était un chantier partagé entre le médecin national de la CNAM, la présidente de la HAS, et puis un représentant... Et Alain Michel Serretti, qui est le président de France Asso Santé. Sans faire encore une fois je ne veux pas nous faire de scoop maintenant, mais sur, donc, si on a bien compris, une dizaine de pathologies ou de maladies récurrentes, est-ce qu'on va arriver à avoir vraiment ces référentiels qui vont pouvoir être finalement le guide de l'ensemble des professionnels de santé de façon quasiment incontestable? Est-ce qu'on va y arriver? Et donc, un gage de qualité énorme. C'est la commande qui a été passée par le gouvernement dès le mois de février. Travailler à la fois des indicateurs de parcours sur 10 pathologies chroniques les plus importantes, et puis par ailleurs, aller au-delà d'indicateurs de parcours dans la définition de ce que pourrait être, je dirais, avec des CNP, des éléments de bonne prise en charge sur un certain nombre de pathologies, avec une méthode que nous sommes en train de façonner, de trouver avec la Haute Autorité de Santé, évidemment, et un certain nombre de CNP. J'en ai cité 2 avec lesquels des travaux ont pu commencer, les rhumatos sur l'ostéoporose, les cardiologues sur l'insuffisance cardiaque, et nous avons des débuts de travaux qui devraient démarrer sur l'épilepsie avec les neurologues, et on va essayer de trouver une méthode dont le point de départ, avec évidemment un cadre méthodologique qu'il appartient à la Haute Autorité de Santé de fixer, mais de pouvoir donner aux conseils nationaux professionnels, chaque sujet ne concernant pas qu'un seul CNP, puisqu'on est souvent à devoir croiser des regards de différentes spécialités, de pouvoir leur donner quelque part, leur proposer un cadre dans lequel ils ont une marge d'action, d'initiative pour proposer d'eux-mêmes, non pas dans une logique de concertation, mais d'élaboration, ce que pourraient être ces recommandations de bonne prise en charge. Voilà. C'est quelque chose qui commence, sur lequel moi je fonde de l'espoir, avec l'idée de pouvoir accélérer. Parce que je pense que sur ces enjeux de qualité, nous sommes pour le coup un peu en retard en termes de guidelines et de recommandations. Et donc nous devons accélérer si nous voulons donner à
ce levier d'amélioration, d'efficience qui me paraît être, je ne l'aurais pas dit avec les mots d'Elisabeth dans son tout premier propos, je ne sais pas si nous sommes les derniers de la classe, mais je pense que nous avons pour le coup, dans l'équilibre des leviers, vraiment un potentiel, je dirais, d'action très fort sur le sujet de la qualité qui me paraît extrêmement important de pouvoir mobiliser davantage. Et comme vous l'avez compris, si nous pouvions mieux maîtriser la dépense de santé par ce levier-là, cela nous créerait autant de marge de manœuvre supplémentaires pour faire d'autres choses. Et dans l'autre chose, il y a évidemment la question de la valorisation des actes ou de votre pratique professionnelle. Ne nous limitons pas aux actes. Dégageons-nous des marges de manœuvre financières pour pouvoir progresser dans toutes les directions de bonne prise en charge, d'amélioration de vos conditions d'exercice, en libérant du temps médical, en investissement sur tout ce dont vous avez besoin en termes d'environnement de travail, et puis évidemment la question de la valeur des actes. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu qui croise des enjeux de qualité pour le patient et aussi de très forts enjeux, comme je l'ai dit, aussi bien pour la soutenabilité que pour vous. Voilà. Et là où c'était un sujet qui était là, mais qui n'était pas complètement consensuel et sur lequel il n'y avait pas je trouve, de convergence totale entre les différents acteurs, si cela pouvait être le cas demain, il y a, je pense, de quoi construire des stratégies d'efficience et de régulation globale du système de santé qui soient gagnantes pour tout le monde. Luc Ducanel, je pourrais qu'abonder en tant que président des groupes qualité des Pays de la Loire dans ce qu'ont dit mes confrères de PACA et de la région Bretagne. Et je pense que s'il y a des confrères de la région Centre qui sont ici, ils vont être contents d'avoir entendu vos propos, puisque l'ARS de la région Centre envisage éventuellement d'arrêter le financement des groupes qualité, mais tout simplement parce que ce partenariat qui est en plus de ça exemplaire, URPS médecins, assurance maladie, ARS, et les associations de groupes qualité, au-delà de l'intérêt médico-économique, je veux dire, c'est tout le travail qui est fait. On choisit les thèmes ensemble. Toute cette dynamique de territoire, et on a parlé de l'évaluation médico-économique, mais il y a aussi, c'est là aussi que vont déboucher des dynamiques territoriales, MSP, CPTS et tout. Par contre, il y a la problématique du financement, et s'il n'y en a que 20%, moi en Pays de la Loire, monsieur Jean-Jacques Coeplet, directeur de l'ARS, quand on fait des comités de pilotage, il me dit attention, pas de nouveaux groupes, ou peut-être dans ce département-là, parce que c'est un coût. C'est un coût, c'est déjà temps. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y en a que 20%. Mon intervention, c'était par rapport à l'intervention de Jean Kramars sur la téléconsultation. Ce n'est pas un nouveau métier. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais des gardes de régulation. En dehors de la visioconférence qui manque, j'interroge mes patients, leurs antécédents, leurs traitements. J'entends les gens respirer, le flux de leurs paroles. Je faxe des ordonnances, j'envoie des médecins effecteurs, je déclenche une ambulance et tout. Donc ce n'est pas un nouveau métier. D'ailleurs, les assureurs, je leur ai signalé il y a 15 ans que je faisais des gardes de régulation. Et voilà, c'est vrai qu'il manque la vision, raison pour laquelle la garde de régulation ne rentre pas dans la consultation. Monsieur Revel, qui est gardien du temple et des finances, a bien fait attention à ce que ça ne rentre pas dedans. Après, je souhaite, c'est vrai que la crainte, vous avez dit, on veut s'inscrire dans le parcours de soins des patients. C'est vrai que c'est avant tout notre crainte, et tant des représentants de la profession médicale, dans le cadre de cette négociation, mais je crois aussi de l'assurance maladie, et j'irais au-delà respecter le parcours de soins, je dirais le parcours de santé du patient. Et finalement, la fin de votre intervention m'a rassuré en disant nous devrions être que la voiture balai. Alors je souhaite en effet que vous soyez que la voiture balai, et que dans ces cas-là, je ne suis pas sûr, mais c'est à nous de faire que vous ne soyez que la voiture balai, c'est-à-dire d'assurer, de répondre aux demandes de soins. Ça a été dit ce matin lors de la table ronde, très clairement, et aujourd'hui on a vu, il y a des organisations qui se mettent dans la région Grand Est et tout, très clairement, on n'est pas performant aujourd'hui, et que si vous n'êtes demain que la voiture balai d'un certain, éventuellement, consumérisme médical, je ne suis pas sûr que ces prestations, parce que c'est vrai que la santé est un marché, doivent faire l'objet de remboursement par l'assurance maladie, voilà, par le système, entre autres, conventionnel. Ça, c'est une position militante, ça. Philippe Boutin, oui. Les groupes qualité, je l'ai dit ce matin, c'était les années 95-2000, avec l'évaluation des pratiques professionnelles, avec le début des URML. Et l'histoire des groupes qualité est à l'image de l'histoire de l'EPP et de la formation continue et du DPC
faites d'aternoiements et qui ont abouti à effectivement des résultats inférieurs à ce qu'on aurait pu évoquer et espérer au début. On a eu énormément d'enthousiasme avec plus de 30% des médecins qui étaient rentrés dans la qualité, et dans le début des années 2000, on a perdu du temps. Il a manqué de constance au niveau des pouvoirs publics. Et je pense que les URPS peuvent être assez fiers de tout le travail effectué. Et je pense que si on les avait écoutés, si on avait récupéré tous les travaux que nous avons faits, donc sur le PP, sur les groupes qualité, nous avons fait Azalée, nous avons fait l'ISPL avec le traitement des données. Il y a des choses remarquables qui ont été faites, donc on l'a vu ce matin avec Santéland par l'intermédiaire des territoires de santé numérique. Il y a eu en aura énormément de choses, il y a eu des laboratoires très intéressants à La Réunion, mais je vais me faire beaucoup d'ennemis puisque dans toutes les régions, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je pense que là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un focus